C'est la suite de l'essentiel. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin à présent avec Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour. Bonjour. Niagale. Et Anne Corpet, chroniqueuse internationale ici à France 24. Bonjour Anne. Bonjour Raphaël. Au sommaire de ce lundi, Donald Trump à nouveau en colère contre Volodymyr Zelensky. Il l'accuse de ne pas chercher à mettre en œuvre une trêve avec la Russie en posant comme préalable des garanties de sécurité. Français et Britanniques, de leur côté, tentent de s'accorder sur la proposition d'un cessez-le-feu d'un mois dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques, comme l'a expliqué hier Emmanuel Macron. Et puis Benyamin Netanyahou lui menace le Hamas du pire s'il ne libère pas tous les otages dans le cadre d'une prolongation du cessez-le-feu. Israël qui a déjà suspendu l'entrée de toute aide humanitaire dans Gaza. C'est tout de suite, on va plus loin. On ignore encore s'il s'agit du plan européen ou simplement d'un des scénarios sur la table. Une trêve d'un mois évoquée hier par Emmanuel Macron dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques ne constitue à ce stade que l'une des options, selon le secrétaire d'État britannique aux forces armées. Le point sur les efforts européens après l'accès de colère des États-Unis vendredi, c'est avec Alexandra Carini. Un sommet productif qui a permis de définir une stratégie claire. Face au Parlement, le Premier ministre britannique revient sur le plan établi dimanche avec les Européens. Premièrement, nous devons maintenir l'aide militaire à l'Ukraine, maintenir une pression économique accrue sur la Russie et à cette fin établir un partenariat à long terme dans le domaine de la défense aérienne en doublant notre aide militaire. En 4 points, Keir Starmer détaille les grands principes sur lesquels les participants sont parvenus à un accord. Une aide de plus de 2 millions de livres financée par les intérêts des actifs russes gelés. La nécessité pour l'Ukraine d'obtenir des garanties sur sa souveraineté et sa sécurité. Un maintien des aides à la défense de Kiev en cas d'accord de paix. Et enfin, la mise en place d'une coalition de volontaires prêts à défendre l'accord en Ukraine. Pour réussir, le Premier ministre le martèle, le soutien des États-Unis est indispensable. Mais pas à n'importe quel prix. L'accord sur les minéraux n'est pas suffisant en soi. Puis-je lui rappeler que c'est la Russie qui est l'agresseur? Zelensky est un chef de guerre dont le pays a été envahi. Et nous devrions tous le soutenir et ne pas nous prosterner devant Poutine. Pas question de choisir un camp, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Plus que jamais, la Grande-Bretagne semble vouloir utiliser son lien privilégié avec les États-Unis pour apaiser les tensions. Trêve d'un mois ou autre proposition, Français et Britanniques ont intérêt à clarifier leur proposition rapidement, leur position même. Niagale Bagayoko. Oui, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle un plan de paix européen apparaît extrêmement vague. C'est plutôt une façon de reporter à plus tard toute décision et surtout, selon moi, une incapacité à s'émanciper, notamment côté britannique, de cette relation spéciale avec les États-Unis, avec l'affirmation de la nécessité d'une intervention sous quelque forme que ce soit des États-Unis. Alors, ce qu'on comprend des tractations qui ont eu lieu ce week-end, c'est qu'il s'agit d'une proposition que la France serait transformée en accord. Anne Corpet, Emmanuel Macron aurait monté trop d'empressement en l'annonçant dans la presse? Alors, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a parlé d'un plan élaboré conjointement avec les Britanniques et que Keir Starmer, devant la Chambre des communes, lui, n'a pas mentionné ce plan. Il a préféré parler, en termes plutôt généraux, d'une coalition de bonne volonté. C'est vrai que le Premier ministre britannique a aussi insisté sur le fait qu'il voulait incarner une forme de rôle de leader sur le soutien à Kiev, un rôle que souhaite aussi incarner Emmanuel Macron. Alors ça donne l'impression d'une forme de concurrence entre les deux hommes pour justement incarner cet effort européen de soutien à l'Ukraine. En réalité, il faudrait, et c'est peut-être ça qui se trame, former un tandem pour être plus percutant, parce que l'essentiel, c'est d'arriver devant le président américain avec un projet concret pour dire, voilà, nous, Européens, ce que nous proposons, et pour
pour convaincre en fait le président américain de la nécessité d'apporter ces garanties de sécurité à l'Ukraine. Parce que ce qu'on sait du plan, c'est que la trêve ne serait qu'une première étape, censée précéder donc l'envoi d'une force de réassurance européenne qui serait située à 60 à 80 km du front, appuyée ultérieurement par une zone d'interdiction aérienne, une no-fly zone, assurée par les Américains, comme il y en eut à l'époque en Libye. C'était les Européens qui s'en chargeaient. On ne peut rien faire sans les États-Unis aujourd'hui, Agnès Bagayoko. Il va quand même falloir trouver comment faire sans les États-Unis, parce qu'on voit bien qu'on n'est absolument pas sur la ligne américaine. L'échange par médias interposés qui a encore eu lieu aujourd'hui entre Volodymyr Zelensky et le président Trump démontre que les Américains ne sont absolument pas sur la même ligne que les Européens. Ils ont l'air de chercher à pousser le président Zelensky à la démission pour conclure un accord de paix qui corresponde à ce qu'attend Moscou comme issue de conflit. Donc, les Européens, moi, me semble, n'avoir toujours pas pris la mesure, en tout cas dans les faits, dans les discours, oui, beaucoup, mais du changement en cours côté américain. Il faut dire que Volodymyr Zelensky a encore réitéré la nuit dernière son refus de toute trêve sans garantie de sécurité, de quoi conforter Han, Russes, Américains et peut-être même Européens qui appellent à une trêve dans leur idée que finalement Volodymyr Zelensky peut-être n'en veut tout simplement pas de cette trêve ou n'y est pas prêt. Il faut d'abord rappeler que ce sont les Russes qui bombardent l'Ukraine et c'est Vladimir Poutine qui a les moyens en un instant, j'allais dire, de mettre fin au combat et de mettre fin à l'agression qu'il a lui-même provoquée. Donc oui, Volodymyr Zelensky ne veut pas d'une trêve qui permette à Moscou finalement de renforcer son armée afin de pouvoir mener plus tard une offensive qui, elle, serait beaucoup plus dommageable. D'ailleurs, apparemment, les Russes avancent de moins en moins vite là en Ukraine. Ils sont actuellement confrontés à des difficultés et les Ukrainiens, eh bien, ils sont finalement sur la défensive. Ils se défendent contre l'agression. Donc ce n'est pas aux Ukrainiens de dire on ne veut pas de trêve. Les Ukrainiens veulent bien d'une trêve et Volodymyr Zelensky l'a répété si elle est sûre. Pour eux, l'engagement russe ne suffit pas. Il faut des garanties américaines. Oui, parce qu'ils ont l'expérience des accords de Minsk. Ouais. Ils ont l'expérience de la parole manquée des Russes qui sont engagés déjà par le passé à plusieurs reprises et qui ont toujours transgressé leur engagement. Donc oui, les Ukrainiens ont raison de se méfier de la parole des Russes. Mais sur Truth Social, Donald Trump vient de dénoncer la pire déclaration de Zelensky avec ses propos sur le conflit avec Moscou. Il le dit, l'Amérique ne va pas ou ne va plus tolérer ça très longtemps. Ça indique une volonté de se désintéresser, de se désinvestir du dossier ukrainien ou bien d'obtenir un changement de régime à Kiev. Moi, comme je l'indiquais, je pense plutôt pour la deuxième option parce que Donald Trump s'est quand même beaucoup engagé et pendant sa campagne électorale et depuis qu'il est arrivé effectivement au pouvoir à régler dans les meilleurs délais. Alors il ne parle plus de 24 heures, mais quand même il s'est engagé à régler de manière extrêmement rapide ce conflit et on s'aperçoit que la solution pour lui, c'est de se ranger à la solution promue par Moscou. Et c'est là qu'il y a une véritable difficulté. C'est une option qui est inadmissible, évidemment, pour l'Ukraine, mais qui est difficilement acceptable pour les Européens eux aussi, mais ils n'ont pas véritablement les moyens aujourd'hui d'en substituer une autre. Et c'est l'impasse dans laquelle on se trouve pris aujourd'hui. Insister pour obtenir le départ de Volodymyr Zelensky à Ankorpek, comme d'ailleurs depuis vendredi l'incident de la Maison-Blanche ne cesse de le faire. Mike Johnson, le leader républicain à la Chambre, Lindsey Graham, qu'on a connu beaucoup plus farouche opposant de la Russie jusqu'à présent, un certain nombre de dirigeants, Mike Waltz également. Vous pensez que c'est aujourd'hui l'hypothèse privilégiée à Washington ?
Mais ce n'est pas aux Américains de dire qui doit diriger l'Ukraine. Contrairement à ce qu'a affirmé Donald Trump, l'Ukraine est une démocratie. S'il n'y a pas eu d'élection en 2024, c'est en raison de l'état d'urgence, l'état de guerre auquel est confronté ce pays. Et finalement, les diatribes de Donald Trump contre le président ukrainien ne font que renforcer sa légitimité auprès de la population ukrainienne. Les sondages le donnaient à 54% avant. Ils ont grimpé depuis. Ils dépassent maintenant les 57% selon les dernières enquêtes. Et d'ailleurs, il faut aussi dire quelque chose. Il y a eu un sondage intéressant paru aux États-Unis sur les électeurs républicains. La majorité des électeurs républicains, 83% d'entre eux, ont une opinion hautement défavorable de Vladimir Poutine. Et leur avis est beaucoup plus partagé sur Volodymyr Zelensky. Je crois qu'il y a 45% des républicains qui ont une opinion défavorable, 43% favorables. Donald Trump, à un moment donné, il met tous ses efforts à défendre la politique que souhaite mettre en place Vladimir Poutine et à défendre ce président russe contre le président ukrainien, eh bien, il risque aussi de s'attirer les mauvaises grâces de ses propres électeurs qui, s'ils soutiennent la politique menée par la Maison-Blanche, ne sont pas prêts à ce que la Maison-Blanche cède aux appétits voraces de Vladimir Poutine. Tandis qu'ici, en tout cas en France, l'Assemblée débattait sans vote sur l'Ukraine et la sécurité de l'Europe. François Bayrou a prononcé pour l'occasion des paroles d'une particulière gravité. Écoutez. Nous avons basculé dans un autre monde. Beaucoup sont sans voix tant le choc est violent. Beaucoup se trouvent démunis tant tous les dispositifs que nous avions inventés et mis en place se voient démantelés. Nous voici mis en demeure d'accepter des mœurs que nous refusons, de revoir les chartes de nos libertés, de repenser les règles de la démocratie et de la liberté d'expression, d'abandonner notre souci de décence pour accepter l'indécence qu'on voudrait nous imposer. Voilà une apparente unité rompue par le Rassemblement national. Marine Le Pen, si elle caractérise la Russie comme agresseur dans cette crise, n'en critique pas moins la position des Occidentaux qui, d'après elle, refusent tout dialogue avec la Russie de Vladimir Poutine. Surtout, elle s'oppose à un quelconque partage de la dissuasion nucléaire française. Écoutez. L'Ukraine ne peut pas gagner contre la Russie sans l'entrée en guerre de l'OTAN, qui n'est pas une option compte tenu des risques d'escalade vers une guerre mondiale entre puissances nucléaires. Et heureusement, grâce au courage et à la résistance des Ukrainiens, soutenus par les puissances occidentales, la Russie ne peut pas non plus sortir vainqueur de ce conflit. Les réalités, c'est d'abord admettre que nous ne pouvons pas promettre à l'Ukraine une adhésion à l'OTAN, alors que nous savons que cette option a été une justification à l'agression russe et est clairement rejetée aujourd'hui par les États-Unis. De même, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne va incontestablement à l'encontre de nos intérêts. Elle dit celle qui pourrait bien être la prochaine présidente de la République ici en France, si l'on en croit les sondages. Ça démontre la fragilité des positions européennes aujourd'hui sur la crise ukrainienne. Mais tout à fait. Pour moi, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on est face à des Européens qui cherchent à affirmer qu'ils incarnent un modèle démocratico-libéral qui est contesté de manière virulente à l'intérieur de chacun des pays européens. C'est extrêmement problématique parce que on voit très bien que partout, l'Allemagne et la France en sont les meilleurs exemples. Il y a des courants souverainistes qui ont tendance à avoir des positions plutôt favorables et à la Russie et aux États-Unis. Donc, porter un modèle européen, y compris en matière de défense, ça devient une équation, à mon avis, extrêmement difficile parce que qu'est-ce qui va en advenir si de telles forces politiques accèdent
au pouvoir à un moment ou à un autre dans les 5 années à venir. Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième, c'est que les Européens, en réalité, au cours des 20 dernières années, disons, se sont eux-mêmes rendus coupables de la difficulté de ce modèle démocratico-libéral de par son application avec une politique de double standard et de deux poids, deux mesures. Les principes ont été très souvent sacrifiés dans la réalité. Sur quel dossier ? Sur de très nombreux dossiers, partout dans le monde. Si on prend le cas des coups d'État qui sont survenus, je prendrai l'exemple du continent africain. Le Tchad, par exemple. Bien évidemment, le Tchad, avant tout, qui a été traité avec un traitement de faveur par rapport à ce qui a pu se produire du côté des juntes sahéliennes, alors que dans tous les cas, on a affaire à des changements inconstitutionnels de régime. Mais au-delà de ça, tous les scrutins qui ont été validés lors d'élections dont on savait très bien que même si elles portaient au pouvoir des civils, il y avait eu des bourrages d'urnes. On savait très bien qu'on avait aussi des dirigeants qui avaient aussi sacrifié l'état de droit, instrumentalisé la justice, alors que le dialogue a été poursuivi avec eux, et ça, de par le monde, partout, ça a affaibli incontestablement ce modèle-là. Et aujourd'hui, il est d'autant plus difficile sur la scène internationale de faire entendre une conviction quant aux Européens, parce qu'on estime qu'ils ont instrumentalisé la démocratie plutôt que d'en avoir été véritablement les tenants et les défenseurs. De quoi entamer donc la crédibilité occidentale, nous disons. Absolument. En tout cas des Européens. Anne, ça va être compliqué tout de même d'engager plus avant la France, puisqu'on là on parle bien de la France, avec l'hypothèse peut-être d'une force au sol en Ukraine, sans un débat national, non ? Et moi, je pense qu'il est effectivement très important de sensibiliser un peu l'opinion publique à l'effort nécessaire qui doit être fourni pour cette défense européenne. Parce que la réalité, c'est que les Européens se commencent seulement progressivement à se faire à l'idée qu'ils vont devoir se passer du parapluie américain. Et il va y avoir des sacrifices financiers nécessaires pour assurer cette augmentation des capacités de défense. On le voit, certains pays sont prêts. En Allemagne, il y a eu des déclarations très intéressantes à ce sujet du futur chancelier qui est prêt à briser un peu les tabous sur l'orthodoxie budgétaire propre à ce pays. Le Danemark repousse à 70 ans l'âge de départ en retraite pour financer la modernisation de son armée. Mais il y a... c'est vrai qu'il y a eu une forme d'aveuglement devant des discours qui sont tenus depuis très longtemps par les Américains. Je veux dire, Obama, dès 2015, parlait du fait que du pivot asiatique, de la nécessité de se recentrer vers l'Asie et de se détacher un peu progressivement vers l'Europe. Et là, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a entendu ce message et dès 2017 a parlé de cette Europe stratégique. Dès le discours de la et Sorbonne. on y est là, on y est. Les opinions publiques ne sont pas forcément assez sensibilisées à ces questions. Et c'est vrai que ça paraît un peu surréaliste en France aujourd'hui de dire, eh bien, nous, on veut le retour à la retraite à 60 ans, par exemple, quand on va devoir effectivement investir plus massivement dans nos capacités de défense. 3 à 3,5% du PIB. Mais justement, et pour moi, ça touche exactement à ce dont on parlait, c'est-à-dire à tous ces mouvements souverainistes qui se posent en défenseurs du statu quo. Du statu quo, mais surtout du niveau de la garantie du niveau de vie des populations les plus fragiles. Et aujourd'hui, je pense que cette façon de présenter la hausse des dépenses militaires qui est effectivement nécessaire, mais de la sortir de ce critère des 3%, qui laisse entendre à certains que tout d'un coup, il y a de nouveau de l'argent qui peut être facilement mobilisé alors que l'on n'a pas pu le faire pour d'autres causes. Vous mentionnez avec raison la question des retraites. Ce n'est pas sérieux
certain qu'on va obtenir un consensus national sur la nécessité de faire cet effort. Certains vont pouvoir considérer que non, en réalité, il y a une nécessité de mettre avant tout la priorité sur le bien-être socio-économique des populations elles-mêmes. Et il y aura évidemment un vrai paradoxe, parce qu'on voit aussi poindre dans l'opinion la crainte de voir ses propres enfants être mobilisés pour aller au front sur une guerre dont beaucoup n'ont pas envie d'entendre parler en réalité. Donc, on n'en est pas là, on n'en est pas à parler de mobilisation sur le front. Heureusement pas, mais ça a été parmi les réactions qu'on a beaucoup vues, je trouve, sur les réseaux sociaux, etc. Nos enfants vont-ils devoir aller se battre? Et non, nous ne le voulons pas. Donc, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude. Sacrifier son bien-être pour Kiev, c'est effectivement aujourd'hui un sacrifice auquel ne sont pas prêts. En fait, c'est pour ça que je parle d'efforts de pédagogie nécessaires, parce que c'est pas pour Kiev, c'est pour la sécurité. Notre sécurité, la sécurité européenne, et c'est ce qu'a dit aujourd'hui Keir Starmer. Il a insisté là-dessus, sur c'est notre sécurité qui est en jeu, parce que effectivement, qu'est-ce qui va arrêter Vladimir Poutine? Nul n'est en mesure de le dire. Et je pense que cet effort pédagogique, c'est aussi expliquer à cet électorat tenté par le populisme, eh bien, que la poursuite de la guerre, la continuation de la guerre, c'est aussi l'arrivée de nouvelles vagues migratoires, par exemple. Et d'inflation. Absolument. L'assurance d'une baisse du niveau de vie. La garantie d'une baisse du niveau de vie. Que reste-t-il de la trêve à Gaza? Elle tient désormais un fil, si l'on en croit les autorités israéliennes. Suivant cela, les États-Unis, elles exigent désormais la libération de tous les otages pour prolonger le cessez-le-feu. L'aide humanitaire est déjà suspendue. Ludovic de Foucauld. Des routes vides à Rafah, pas de camions, pas d'aide humanitaire depuis qu'Israël a suspendu l'entrée des cargaisons dans la bande de Gaza. Une décision prise après le refus du Hamas d'une proposition de dernière minute des États-Unis, alors que la première phase de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier prenait fin. La proposition américaine prévoit de prolonger le cessez-le-feu pendant le Ramadan et la Pâque juive et de libérer tous les otages détenus à Gaza en 2 étapes. Selon cette proposition, le Hamas libérerait la moitié des otages le premier jour et le reste lorsqu'un accord sur un cessez-le-feu permanent serait trouvé, d'après le Premier ministre israélien. Alors qu'Israël a accepté le plan américain, le Hamas a jusqu'à présent persisté dans son refus. Il n'est pas d'accord avec le plan. Si le Hamas change de position, Israël entamera immédiatement des négociations pour mettre en œuvre le plan. Et je veux préciser une chose encore, il n'y aura pas de cadeau. Si le Hamas pense qu'il sera possible de poursuivre le cessez-le-feu ou de bénéficier des conditions de la première phase sans libérer d'otages, il se trompe lourdement. Pour le Hamas, suspendre l'aide humanitaire équivaut à un crime de guerre et à une violation de l'accord. Le groupe islamiste a rejeté à plusieurs reprises une prolongation. Il refuse de discuter d'autre chose que d'une mise en œuvre de la deuxième phase, censée garantir le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Samedi à Tel Aviv, les familles des otages ont exhorté le Premier ministre israélien à franchir cette nouvelle étape. Netanyahou, il n'est pas nécessaire de prolonger la première phase. Il faut immédiatement lancer la deuxième. La crise actuelle dans les négociations est une crise délibérée, orchestrée et manipulée par Netanyahou. L'impasse actuelle fait craindre une reprise des hostilités. L'Union européenne condamne le refus du Hamas d'accepter une prolongation de la première phase de l'accord. L'ONU appelle au rétablissement immédiat de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Et Benyamin Netanyahou d'appuyer encore sa menace sur le Hamas. Écoutez, c'était aujourd'hui à la Knesset. Je dis au Hamas, si vous ne libérez pas nos otages, il y aura des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer. Hamas qu'en plus sur la mise en œuvre des 2 étapes restantes d'un accord initial négocié par l'intermédiaire du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis, qui ont donc manifestement changé leur position. C'est cela qui explique aujourd'hui la situation dans laquelle on se trouve, Anne Corpet. Ce qui explique ça, c'est l'arrivée de la nouvelle administration américaine. L'accord, il a été conclu le 19 janvier. Le lendemain, c'est l'investiture de Donald Trump. Oui, mais Steve Witkoff, l'envoyé de Donald Trump, avait participé à la mise en œuvre de cet accord initial, croyait-on ? À la mise en œuvre de cette première phase. Mais les négociations sur la deuxième phase devaient commencer
début février. Elles n'ont en réalité jamais débuté. Des intermédiaires, des seconds couteaux, j'allais dire, ont été envoyés par Israël au Qatar et ils sont revenus aussi secs. D'ailleurs, ils n'avaient aucun mandat pour discuter de quoi que ce soit. Alors que, il faut quand même rappeler que le Hamas avait proposé de libérer d'un seul coup tous les otages restants dans le cadre de cette deuxième phase, si elle venait à être mise en application. Alors, on a entendu les familles des otages, à juste titre, attribuer à Benyamin Netanyahou des ambitions, une ambition politique avant tout, qui est celle de rester au pouvoir, parce que c'est vrai qu'il a une coalition qui menace de s'effondrer si la guerre ne reprend pas à Gaza. On a des bonnes raisons d'être assez inquiets pour cette population de Gaza. C'est un blocage politique, Niagalé Bagayoko, qui fait qu'on ne s'engage pas côté israélien dans cette deuxième phase, mais qu'on souhaite au contraire la prolongation de la première avec libération de tous les otages. Moi, je partage l'avis de Anne sur le fait qu'en effet, les déclarations qui ont été faites par l'administration américaine, notamment celles selon lesquelles il faut que les populations gazaouis quittent le territoire, ne pouvaient pas encourager la partie israélienne à appliquer l'accord tel qu'il était conçu. Et par ailleurs, il y a un autre calcul dont on parle peu, mais qui, à mon avis, est fondamental. C'est la question de la Cisjordanie, quand même, qui joue un rôle absolument essentiel dans l'approche actuelle retenue par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Et l'autre élément, à mon avis, essentiel, c'est celui des pays arabes qui, on le voit, ont des difficultés à se positionner. Aujourd'hui, l'Égypte, qui est à la fois médiateur tout en étant partie prenante, puisqu'on lui propose d'accueillir les populations de Gaza, mais aussi le Qatar, qui lui-même a fait des déclarations qui n'étaient pas celles d'un médiateur non plus. En réalité, très clairement Israël. Exactement. Et l'Égypte doit proposer demain, là, il y a un sommet de la Ligue arabe avec un projet alternatif à la proposition ubuesque de Donald Trump. On verra bien si les pays arabes arrivent. Et vous avez annoncé le programme de demain, on va plus loin, on sera avec vous, Anne Corpet, pour évoquer justement le contenu de ce sommet. Ce sera avec Patricia Lémonière. Merci beaucoup, Niagalé Bagayoko, d'avoir été avec nous. Merci, Anne. On va plus loin, c'est terminé, mais l'essentiel continue. Restez avec nous, retour dans 3 minutes. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360 aux côtés d'Anthony Saint-Léger. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 22h à minuit en direct dans l'Actu 360 sur France 24.